dans le cadre de ce qui nous anime aujourd'hui autour de la santé et de l'innovation, pour une table ronde, je vous en prie chers intervenants, installez-vous, pour une table ronde intitulée Impression 3D, robotique, data, intelligence artificielle, implantation électronique, le futur de la santé, point d'interrogation. Donc, contrairement à Violaine Madinier, c'est un questionnement, c'est une problématique à laquelle nous allons essayer de répondre. Quelles technologies révolutionneront bientôt la santé? Start-up, chercheurs, grands groupes, ils planchent sur le futur de la santé. Et donc, pour nous guider dans notre réflexion, pour nous apporter de la matière et pour nous faire part de leur expertise d'usage et de leur expertise technique, je vous demande d'accueillir Florence Agostino Ecceto. Je précise que vous êtes directrice générale du pôle de compétitivité Lyon-Biopol. Patrick Deniel, secrétaire général des Hospices civils de Lyon. Émeric Carnier, cofondateur de Lily Smart. Alors je précise que Lily Smart est une start-up qui propose une solution numérique évolutive pour aider les personnes en perte d'autonomie. Jean-Marc Pinguet, directeur de l'accès national et des prix de l'entreprise pharmaceutique Roche. Et enfin Fabrice Romano, fondateur de Keranova, start-up évoluant dans le domaine des technologies médicales innovantes qui développe des équipements chirurgicaux de blocs opératoires destinés à différentes indications ophtalmologiques du segment antérieur de l'œil. C'est une technologie très précise, j'ai bien appris ma leçon. Et également de High Tech Care, société qui développe et commercialise des dispositifs médicaux pour le traitement non invasif de pathologies oculaires basées sur les ultrasons. Bonjour à tous, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors j'ai rapidement fait un tour d'horizon des technologies qui rythment aujourd'hui l'innovation dans le domaine de la santé. Et il y en a d'autres bien sûr, on en a parlé et on va en parler après. Très rapidement, me semble-t-il, il y a peut-être une technologie qui n'en est pas vraiment une, qui peut faire un peu le lien, on va dire, entre toutes ces technologies. Ce sont les data, les données. Bon, je pense que tout le monde connaît les données, c'est l'or éthéré, l'or numérique du 21e siècle. Et justement, l'ensemble de ces technologies se base sur les données. Alors peut-être pour que nous comprenions bien en quoi, justement, ces données sont si importantes, alors je ne sais pas qui souhaite commencer, dans vos métiers respectifs, en quoi est-ce que les données aujourd'hui transforment vos métiers et en quoi est-ce qu'elles sont si importantes? Monsieur Deniel, vous êtes à ma gauche, vous pouvez commencer. Merci. Bonjour à tous. Les données sont importantes parce qu'elles ont, grâce aux techniques aujourd'hui, on a une capacité à les appréhender avec un niveau d'accélération sans commune mesure avec ce qu'on imaginait, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. L'évolution du système d'information, l'agilité, la connexion des différentes données fait qu'aujourd'hui les chercheurs, les cliniciens et plus largement l'ensemble des soignants ont accès potentiellement à des données, qu'il s'agisse des données qui sont celles des patients, celles connectées avec la vie réelle de ces patients et plus largement celles de ce qui se passe dans d'autres structures ou de recherche ou des structures équivalentes, qui permet des comparaisons, qui permet de bâtir des stratégies le plus finement adaptées aux patients. On parle souvent aujourd'hui d'une médecine 4P, qui est une médecine qui doit être personnalisée, qui doit être prédictive, qui doit être préventive, qui doit aussi être participative, et je dirais aussi qui de plus en plus, et c'est un des enjeux de ces données, qui doit être à la fois pluriprofessionnelle et aussi pluri-établissement. Donc c'est l'enjeu de structurer ce qu'il y a de connu pour les patients, ce qu'il y a de connu chez les patients, et de faire que l'ensemble de ces données soit rendu intelligible, soit rendu exploitable, et que les professionnels, les scientifiques, les cliniciens soient en capacité d'avoir le juste soin, de trouver à un moment donné ce qu'ils appellent parfois la golden opportunity, ce qui est d'avoir à un moment donné la capacité de faire vite ce qui s'impose pour trouver la bonne stratégie thérapeutique. Donc ces données, elles sont présentes, mais il faut les adapter, et c'est un enjeu que nous avons tous aujourd'hui, à la fois de bien les appréhender, de les amener vers nous de manière fine, de manière intelligible, et aussi de manière éthique. Voilà, je pense qu'on y reviendra, sur le fait qu'il ne faut pas être non plus captif de ce qu'on nous propose, il faut garder une capacité à maîtriser ces données, et que nos professionnels soient, je dirais, largement acteurs de cette utilisation de données. Alors justement, transition parfaite. Parce que il y a eu plusieurs mots-clés dans ce que vous avez dit, effectivement. Alors, il y en a un que j'ai retenu, c'est la notion de données de vraie vie, justement, puisque au-delà de l'accumulation, on va dire, de données impersonnelles, le big data, comme on peut l'entendre, où on agrège les données dans des data centers, l'enjeu aujourd'hui porte sur le caractère personnel de ces données, justement. Alors, peut-être, Monsieur Pinguet, justement, un laboratoire comme Roche, en quoi est-ce que justement les données de vraie vie sont-elles si importantes également, et qu'est-ce que ça change, justement? C'est quoi ces données? Alors en fait, je vais complètement effectivement rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Deniel.
Un laboratoire comme le nôtre a l'habitude de produire des données cliniques, on développe des molécules, on vient avec des produits innovants. Roche est très impliqué sur tout ce qui est médecine personnalisée et sur des biothérapies. Donc on produit des données cliniques, mais aujourd'hui ça évolue, on produit d'autres types de données, puisque quand on va dans la médecine personnalisée, on doit produire des données génomiques, mieux identifier le patient, mieux sélectionner le patient. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, sur la partie amont, il y a les données cliniques, et ensuite il y a les données de vraie vie que vous avez citées. Les données de vraie vie permettent de mieux suivre les traitements, de mieux les adapter, ou alors même de mieux les financer. Donc vous voyez, les types de données s'accroissent, la quantité de données s'accroît, et donc les expertises évoluent. On n'est plus seulement dans la production de données cliniques, on est aussi dans la génomique, on est dans l'acquisition de bases de données, qu'elles soient aux États-Unis comme Flatiron, qui est une base de données immense, qui regroupe 2 millions de patients, qui permet effectivement de suivre le traitement des patients et la performance des patients, des traitements, pardon, en vraie vie. Ainsi, on arrive à mieux adapter les traitements pour les patients. Et si je vais complètement à l'autre bout de la chaîne, puisqu'il faut aussi penser au système de santé, et c'est ce qu'on fait par exemple en France avec un programme où on collecte des données en oncologie très spécifiques, on collecte les données d'utilisation des produits pour pouvoir, à terme, c'est ce qui a été réalisé récemment pour une immunothérapie, pouvoir adapter le prix, donc le financement du produit, en fonction de son utilisation ou du réel bénéfice qui sont observés auprès des patients, et ainsi on contribue au système de santé puisqu'on adapte la prise en charge, le coût des traitements, et donc ainsi on contribue à la pérennité du système. Donc vous voyez que le type de données est très très différent d'un côté ou de l'autre de la chaîne de la médecine personnalisée. Elle peut être très très scientifique comme de l'autre côté très économique. Donc en fait c'est ça, avant je pense que nos grands-parents avaient les remèdes miracles qui permettaient de guérir un peu tous les maux. Maintenant on arrive justement vers un acte médical, vers une offre de soins qui sera personnalisée en fonction justement des patients, en fonction de ses caractéristiques peut-être dans le futur génétiques, par rapport à sa physiologie. C'est à peu près ça si je comprends bien. On peut espérer, comme vous le dites, que ce soit un tout petit peu plus miracle. Il faut d'être miracle, d'être plus efficace, à la fois dans la performance du produit, parce qu'il traitera mieux le patient, et puis aussi dans l'efficience du système, puisqu'on traitera moins de patients, on les traitera mieux, et si on va vraiment jusqu'au bout de l'histoire, rémunérer finalement la performance du produit de manière plus fine. D'accord. Et avoir une allocation de ressources qui soit plus adaptée. Alors justement, dans votre domaine, on est dans à l'échelle de la drogue, on va dire, donc peut-être à l'échelle moléculaire. Monsieur Garnier, du coup, dans le cadre de Elismar, pour qu'on comprenne bien, vous proposez une offre qui collecte justement ces données de vraie vie. Comment ça se passe justement dans votre technologie? Comment ça se passe dans votre business? C'est ça, nous on s'intéresse aux microdonnées, donc nous on est plus dans la prévention, on va venir chercher les variations de l'habitude de vie de la personne en faisant de la micro-mesure de tout un tas de comportements au travers d'objets du quotidien, hein, une bouteille d'eau, un verre, la porte d'un frigo, etc., etc. Son activité pour venir détecter le plus en amont possible justement des changements d'habitude et pouvoir proposer ensuite des thérapies adaptées, le plus en amont possible, et de façon différenciée d'un patient à un autre. L'idée c'est de lui proposer un parcours de soins global qui soit adapté à son habitude de vie, à ses comportements. Alors, Madame Agostino-Ecceto, je sais que vous connaissez quasiment l'ensemble des acteurs pour travailler avec eux. Vous êtes à la pointe de la technologie, vous êtes à la base de la technologie. Un petit mot justement sur les données, est-ce que justement c'est quelque chose que vous traitez beaucoup aujourd'hui dans ce que vous voyez en termes d'innovation? Oui, c'est effectivement devenu un enjeu tout à fait structurant de nombreuses activités. Je crois qu'il y a plusieurs mots-clés qui ont été d'ores et déjà employés par différentes personnes dans ce tour de table. Ça répond à la fois à une attente en termes d'une médecine plus personnalisée, une médecine de précision, avec effectivement une adéquation plus fine des traitements aux enjeux individuels. Ça répond aussi quelque part à un changement de paradigme global dans lequel nous nous trouvons, qui est une attente peut-être d'une médecine moins interventionniste en thérapeutique
et qui se déplace lentement vers le préventif, ce qui sera aussi rendu possible potentiellement par l'analyse de données en masse, non seulement de données issues d'études cliniques, de données issues de données biologiques produites dans des conditions tout à fait novatrices, mais aussi confrontées à des données voilà, de vie réelle, d'environnement. Donc on voit bien que les data aujourd'hui enfin si je caricature, finalement c'est juste une nouvelle brique technologique, hein, des ruptures, des innovations majeures au cours des 30 dernières années en matière de santé et de médecine, il y en a eu de très nombreuses. Mais là, finalement, ce que cette brique nouvelle et transdisciplinaire apporte, c'est potentiellement un axe de réponse à des questions qui sont à la fois très individuelles pour chaque citoyen et très collectives par rapport à des enjeux de santé publique, de meilleure prévention, de meilleure adaptation et de meilleure maîtrise des coûts peut-être. C'est ça, donc vous voyez imaginer donc une meilleure prévention, vous l'avez dit, un acte justement médical, enfin offre de soins, j'appelle ça, j'englobe toutes les solutions qui sont proposées dans l'offre de soins plus personnalisée, donc des traitements moins longs, donc c'est bénéfique aussi pour notre système de santé. Et en fait, il y a quelque chose que je comprends, c'est que la notion de l'offre de soins diversifiée par rapport justement à la personnalisation des données qui sont propres à chacun implique forcément de vous diversifier dans vos métiers. Je sais, M. Pinguet, on en parlait. Est-ce que du coup vos métiers aussi sont impactés et comment ils le sont justement? Vous n'êtes plus un simple laboratoire pharmaceutique par exemple. Est-ce que ça aujourd'hui? Ben, comme je le disais tout à l'heure, donc sur la partie génomique, il a fallu aussi acquérir de nouvelles compétences ou avoir des partenariats avec des sociétés. Par exemple, l'exemple est sur la génomie pure, Foundation Medicine est une société américaine qui est quand même leader dans tout ce qui est profilage génomique, avec les nouveaux séquençages génomiques qui sont possibles avec le séquençage d'un plus grand nombre de gènes, donc quelque part une technologie très très pointue pour l'identification très très précise des patients et des mutations, et surtout, derrière ça, des algorithmes qui permettent de mettre en face de l'identification de la spécificité des patients le bon traitement. Donc vous voyez, de la technologie technique sur le séquençage, de la technologie technique sur l'informatique et l'algorithmie. Les données de vraie vie, j'ai parlé de Flatiron, c'est de l'intelligence artificielle aussi. On a des données non structurées qu'on doit structurer et ensuite qu'on doit utiliser. Donc vous voyez que c'est des nouvelles expertises. Si on revient à l'exemple français, donc le programme qui est fait dans les centres qui traitent les patients de cancer, qui a pour but de collecter ces données de vraie vie aussi, à un moment, il y a aussi de la technologie d'algorithmie pour savoir effectivement quel type de traitement, quel type de traitement reçoivent les patients et surtout dans quel type de situation sont utilisés les traitements. Donc c'est là où on voit qu'en tant que laboratoire, on doit faire appel à des expertises, de nouveaux types d'expertises sur la gestion de la donnée, qui sont nouvelles pour nous et qui, par exemple, l'exemple du laboratoire Renaud Roche, c'est qu'on a un département qui s'est totalement créé sur la donnée de vraie vie récemment et qui est entièrement dédié sur la gestion de données de vraie vie. Monsieur Deniel, je vous voyais écrire sur vos réactions peut-être. J'aurais aussi peut-être une question, parce qu'au-delà de l'enjeu de collecter ces données, aussi, vous l'avez dit, l'enjeu de traiter ces données. C'est traiter, c'est de les rendre utiles pour les professionnels, effectivement. L'autre élément qu'on a un peu évoqué, c'est la notion de prédiction. Les données, elles amènent à travailler sur des parcours tels qu'ils ont été ceux des patients, et il faut, je dirais, pour nous, amener les professionnels, comme je le disais tout à l'heure, acteurs de ces données. On sait que dans un certain nombre de cas, la capacité à exploiter les données, à faire des suivis rétrospectifs, à permettre de repérer à certains moments des stratégies thérapeutiques ou des propositions dans le cadre du parcours de soins. Donc il ne faut pas, pour nous, dans la vision, seulement voir la gestion de la donnée comme à un moment donné où l'ordinateur va remplacer l'humain. On sait que c'est déjà possible, les études ont montré que sur certaines analyses, l'œil de la machine, d'une certaine manière, est au moins, dans un certain nombre de domaines, à peu près capable de faire aussi bien que ce que fait l'œil humain. Ça, on l'a vu dans le domaine de la dermatologie cancérologique en particulier, mais on pense que la thématique et la valeur de l'intelligence artificielle, c'est aussi de venir en soutien de ce que les professionnels continuent à avoir pour les aider dans le parcours de consultation, pour les aider dans la construction du parcours des professionnels. Donc en ça,
quand je réagissais, c'était quand je prenais les notes, c'était pour bien mesurer que, évidemment, ainsi que ça l'a été dans le domaine industriel, ça va aussi changer l'exercice des professionnels de structures hospitalières comme celle que je dirige, parce que le rapport à l'accès à la donnée, le rapport à la construction des parcours, le rapport à la ville également, parce que lorsqu'on parle de vie réelle, ça veut dire pour l'hôpital se mettre en situation sur les pathologies chroniques, de garder un lien, et un lien de qualité, un lien évidemment fiable et réactif avec la manière dont les patients, dans l'extra-hospitalier, sont encore en capacité d'interagir avec l'hôpital. Donc c'est un enjeu pour nous d'ouverture vers la ville, d'ouverture vers les patients pour qu'ils puissent renvoyer de l'information vers l'établissement. Et donc là, on est dans le cycle où les données enrichissent les données. C'est cette notion que le patient maintenant devient acteur de sa propre santé. Alors juste une dernière question sur les données, puis après on passera à ce que permettent notamment les données. Quand on a préparé cette table ronde, il y avait la notion de petites données personnelles, il y a aussi la question de l'éthique par rapport effectivement au traitement de ces données, de la dimension anonymisation. Et je vous avais posé cette question, et je vous la pose à toutes et à tous, pardon, sans en parlera qui voudra. On peut imaginer que si on mettait de côté l'éthique et que ces données personnelles, ce côté le fait que ça me soit propre, ça me soit individuel, étaient mises au service justement de l'humain, est-ce qu'on n'irait pas beaucoup plus vite dans vos métiers respectifs, dans les actions? En gros, sacrifice de l'individuel par rapport au collectif, parce que c'est quelque chose qui... Je sais pas qui... Voilà, j'ai déjà parlé 2 fois, donc je vais laisser aux autres. Non. Monsieur Garnier. Ça me permet comme ça de rebondir, parce que je trouvais ça très intéressant, l'intervention, qui était de dire les data, c'est pas une finalité en soi, et il y a toujours le professionnel de santé. N'oublions pas que, puisqu'on parle de santé, l'être humain n'est pas une machine qu'on peut juste nourrir en disant tiens c'est la meilleure molécule au meilleur moment, etc. Il y a toute une partie de psychologie, etc. qui font qu'une thérapie va fonctionner plus ou moins bien, et finalement la donnée et les IA permettent d'avoir une santé augmentée. C'est la mode du moment, mais c'est vraiment ça, c'est pouvoir faire sortir le médecin, les équipes hospitalières et la médecine au sens large, au-delà des murs, en permanence, au plus près du patient et de façon adaptée, prédictive, etc. Et donc là arrivent les problèmes d'éthique. C'est ça, parce que oui, la technologie, on pourrait échanger de l'info à l'infini, mais est-ce que tout le monde veut échanger son info? Qui nous garantit la confidentialité de l'information? Oui, là c'est une orientation très pieuse qu'on veut prendre, c'est améliorer la santé des gens, mais on peut imaginer que ces mêmes données peuvent être exploitées, comme tout le temps, pour d'autres fins qui seraient préjudiciables, donc c'est toujours un peu ambigu. Madame Agostino, je vous voulais réagir. Oui, je crois qu'il y a effectivement une question d'usage qui est très sous-jacente à la notion d'éthique. Quel usage, de quelles données, dans quelle finalité, dans un objectif collectif ou individuel. Donc c'est des questions qu'on se pose quand même souvent en santé publique. Tout à l'heure, en propos introductif, le principe de la vaccination a été rappelé. La vaccination, typiquement, c'est quand même un acte individuel, mais qu'on fait aussi à titre collectif, finalement, pour garantir une couverture plus générale. Donc, mettre ces données, quelque part, à disposition dans un système qu'on choisirait collectivement, c'est peut-être aussi garantir un usage qui, à terme, sera conforme au principe de nos démocraties. Parce qu'aujourd'hui, les questions qui se posent, c'est qu'on sait très bien qu'en particulier les GAFA sont très investis sur la collecte, l'usage de données individuelles dans des systèmes sanitaires et des systèmes démocratiques différents de ceux qu'on porte en Europe. Donc, la question, si on va être un peu provoque aussi, c'est effectivement à quel point est-on capable de se poser collectivement ces questions-là, d'accélérer les réflexions autour de l'usage des données pour avoir une vision politique qui soit conforme aussi à la vision sociétale qu'on veut mettre en œuvre derrière. Donc je crois qu'il n'y a pas de réponse noire ou blanche, mais c'est en tout cas quelque chose dont il faut être conscient. Aujourd'hui, de nombreuses structures privées ou parapubliques, quand on passe plutôt du côté asiatique, collectent en masse des données individuelles pour les réagréger dans une vision sanitaire politique. Alors justement, vous connaissez tous, je pense, le RGPD, donc le règlement pour la protection des données. De ce que j'entends, c'est un mal pour un bien actuellement. Ce n'est pas un frein dans vos activités de collecte et de traitement des données, c'est plus nécessaire pour après justement arriver à avoir un traitement des données qui puisse être de plus en plus efficace et tendre vers justement le bien commun en préservant du coup le côté individuel. Monsieur Pinguet. Je crois qu'effectivement, alors on a eu
on a ces débats-là, effectivement, en interne, et puis avec des acteurs aussi du système. Quand on monte un programme que j'ai déjà cité comme tout à l'heure, qui s'appelle PRN par ailleurs, donc qui a pour but de collecter des données en oncologie, où on a 30 000 patients traités pour un cancer du sein ou pour un cancer du poumon, on se doit d'assurer la sécurité, c'est évident, de la transmission et de l'utilisation de la donnée. Et quand on élargit un petit peu le débat autour de ça, oui, les RGPD, de toute façon on a conscience de l'importance de ça, parce qu'il faut absolument sécuriser tout ça pour pouvoir avoir accès à la donnée, pouvoir l'utiliser, on va dire, de manière beaucoup plus en confiance. Et il faut aider à ce que le partage de données soit fait en toute transparence et de manière extrêmement sécurisée pour qu'on puisse utiliser plus de données et mieux, et ainsi capitaliser sur la donnée. Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, le fait de recréer de la confiance, ça passe par la sécurité, mais aussi, il y a un autre point qu'on a aussi débattu beaucoup, c'est qu'on a besoin d'un retour d'information. Moi, si je suis patient, je vais partager des données, et si j'ai un retour d'information, je serai aussi intéressé demain à mieux partager les données que de partager une donnée qui part, je ne sais pas où. Aujourd'hui, j'en partage des données, je suis comme tout le monde, je suis patient aussi parfois. Qu'est-ce qu'on en fait de ces données, et est-ce que je peux avoir un retour d'information? Que ce soit d'une utilisation faite par les institutions ou l'autorité publique, ou alors dans tout autre projet. Donc, je pense que pour pouvoir avoir accès à plus de données, il faut redonner de la confiance, redonner de retour d'information, et bien sûr, ça passe par de la sécurisation, et RGPD pour ça est très... C'est un échange aussi avec le patient. Alors, je juste une dernière question. Après, je pense surtout à vous, monsieur Roman, donc c'est pas que je vous oublie, mais vous êtes un des acteurs après, je vous donne la parole juste après, justement. Du coup, on peut imaginer, vu que la diversification de vos métiers actuels, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que demain, un hôpital, un laboratoire pharmaceutique, même peut-être un pôle de compétitivité et peut-être qui intégrerait un incubateur de start-up ne fasse qu'un? Ça permettrait là aussi une mutualisation des compétences, une plus grande efficacité de l'offre de soins. C'est quelque chose d'envisageable ou... Monsieur Daniel, vous pensez présenter les HTL? On a sur un certain nombre de projets, des actions qu'on porte avec l'Urbiopôle, des actions somme toute qu'on porte avec l'Elismart par exemple, où on voit déjà que c'est, et ça a été évoqué en introduction par les représentants politiques tout à l'heure, il s'agisse du vice-président du conseil régional ou de la présence de M. Pénifiant également, que c'est dans un écosystème qu'on va réussir. Après, l'écosystème, il a aussi du sens parce que chacun amène sa compétence, chacun amène son rythme, chacun amène aussi son envie d'innover, qui parfois, lorsque c'est intégralement intégré et agrégé dans une seule structure, je pense qu'on peut perdre la tonicité de ce que chacun d'entre nous peut amener. Quand je prends l'exemple du projet qui se fait avec l'Elismart et l'équipe de l'Institut de vieillissement des HCL, il est évident qu'à un moment donné, l'agilité, la réactivité d'une structure en mode start-up, comme c'est le cas de l'Elismart, c'est stimulant, ça va nous permettre d'avancer plus vite. Si on est nécessairement totalement intégré, je pense qu'à certains moments, bien sûr, on va avancer. Je ne suis pas sûr qu'on avance au même rythme. De la diversité et l'enrichissement, donc c'est indispensable. Madame Agostino-Gito, peut-être une réaction dessus. Oui, je ne peux que partager ce point de vue. De toute façon, la définition d'un écosystème, c'est une multitude d'organismes qui vivent ensemble et qui quelque part se pollinisent et s'enrichissent. Donc je crois que c'est vraiment ces visions croisées aussi. On est dans un temps où, au plan technologique aussi, on voit bien que l'apport de différentes branches scientifiques, technologiques, sociales aussi, on pourrait aussi parler des sciences humaines et sociales, sont des éléments qui vont enrichir la vision de l'innovation et qui vont sur des questions comme les data ou sur la chirurgie assistée par la robotique avoir un impact extrêmement fort et permettre de faire émerger des solutions que individuellement, de façon totalement intégrée, personne n'aurait sans doute imaginé. D'accord. Alors justement, donc, monsieur Romano, je vous donne la parole. Effectivement, vous développez notamment, comme vous l'expliquez, un robot, clairement, qui permet, si j'ai bien appris ma leçon, à 80% en fait, de faire à 80% l'acte chirurgical du traitement du glaucome. Alors du coup, moi j'aurais une question un peu provocatrice. On a bien compris que la machine, alors l'intelligence artificielle, ça peut également être la robotique, qui se nourrit justement de données, puisque tout part de là. Est-ce que, au travers du machine learning notamment, ne remplacera pas l'humain, là on se projette très loin, mais définitivement? Certainement pas. Enfin non, c'est-à-dire que je suis excessif en disant certainement pas, en tout cas pas tout de suite.
et je ne pense pas que ce soit souhaitable. Je suis de formation médico-chirurgicale, donc je prêche un peu pour ma paroisse. Même si je développe un robot, j'ai pas envie qu'un jour le robot nous remplace complètement. Par contre, c'est un instrument chirurgical fabuleux. Au même titre qu'il y a quelques années dans la chirurgie ophtalmique, alors c'est la cataracte, hein, c'est pas le cataracte. Dans la chirurgie ophtalmique, on a découvert qu'un appareil à ultrasons apportait un bénéfice considérable aux patients, alors qu'auparavant on opérait la même chirurgie, enfin la même indication avec un bistouri, un ciseau et un crochet. Le progrès technologique apporte quand même des choses. Donc le progrès technologique apporte des nouveaux outils, des nouveaux instruments qui sont de plus en plus sophistiqués et maintenant de plus en plus intelligents. Donc ça, il faut simplement dire, c'est des nouveaux outils, c'est des nouveaux instruments et il faut bénéficier de leur puissance, de leur efficacité, de leur précision pour améliorer encore le résultat clinique et le bénéfice du patient. Donc il ne faut pas voir le progrès technologique et les robots comme des adversaires, mais vraiment comme des outils, mais qui sont toujours entre les mains d'un chirurgien. Alors certes, le chirurgien va poser son bistouri. Un jour ou l'autre, il le posera définitivement. Mais si en même temps ce bistouri est manipulé par un robot qui va permettre d'obtenir un résultat 10 ou 100 fois plus précis et totalement répétable, quel que soit le patient, l'endroit, le moment, le chirurgien, là on fait un bond en avant considérable. Et donc on ne peut que dire que c'est souhaitable que la robotique devienne un allié du chirurgien. Mais le remplacer, non, c'est pas souhaitable, je pense. Alors c'est un gain de temps déjà pour le chirurgien qui peut avoir plus de temps pour faire une autre opération. Mais alors du coup, est-ce que ça n'a pas un impact dans la formation des professionnels de santé justement? Parce que si j'ai un robot qui demain me permet de faire à 100% demain le traitement de la cataracte, est-ce que j'ai encore intérêt à du moins orienter ma formation dans ce domaine-là? C'est une question compliquée. On en a parlé tous les deux au téléphone et je vous disais, je vous citais un exemple qui est un peu basique. C'est aujourd'hui un chirurgien en microchirurgie, c'est certainement moins bien faire des sutures microchirurgicales qu'il y a 20 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui elles sont plutôt, soit on n'en a plus besoin parce qu'on fait des tout petites perforations au lieu de faire des grandes incisions. Et il y a 30 ans, un chirurgien me disait aux grands chirurgiens les grandes incisions. Aujourd'hui c'est plutôt le contraire. Donc aujourd'hui on ne fait plus des grandes incisions, on fait des tout petits trous, donc la suture n'est plus indispensable. Arrive l'école biologique, arrive d'autres traitements non invasifs, donc on arrive à traiter en profondeur sans ouvrir, c'est magnifique. Vous imaginez la tolérance qui est considérablement améliorée. Bon, est-ce qu'un chirurgien va continuer à savoir faire des sutures? J'espère que oui, parce qu'il y aura forcément des cas où ce sera nécessaire. Donc c'est compliqué, parce que ces chirurgiens vont devoir être polyvalents, ils vont devoir être informaticiens, roboticiens, et en même temps chirurgiens. Donc je pense qu'il va falloir qu'ils développent les disciplines, sans oublier l'essentiel, qui est quand même le geste chirurgical. Alors Monsieur Deniel, je crois savoir, enfin je le sais même, que les HCL ont construit ou mis en place une salle entièrement robotisée qui aide justement les chirurgiens dans leur acte chirurgical. Chirurgicaux, excusez-moi. Vous partagez les propos de M. Romano ou vous avez le vision? Sur la chirurgie robot-assistée, effectivement, aujourd'hui, dans certaines disciplines, elle est indispensable. Ce que certains robots aujourd'hui permettent en termes de souplesse, de rapidité d'intervention, je le dis quand même, dans seulement certaines disciplines, c'est acquis et on ne reviendra plus en arrière. Il y a un enjeu complémentaire qui doit s'imposer de la formation, effectivement, parce que un robot, ça a un certain coût parfois, donc ça a une pleine pertinence lorsqu'on a une certaine série, lorsqu'on a de la part des praticiens qui interviennent la capacité par ces praticiens à gérer, à maîtriser une courbe d'apprentissage. On ne peut pas imaginer qu'on va livrer en bloc des robots partout. Il faut aussi en avoir conscience, et on ne peut pas imaginer par ailleurs que le dit robot va être seul dans le bloc opératoire. Il y a toujours besoin, en ophtalmologie comme en chirurgie un peu plus invasive, de la capacité, parce que je parle bien, on parle de chirurgie de robot assisté, hein. C'est pas le robot qui intervient, comme il y a une nuance, mais la capacité aussi à être capable de reprendre l'intervention. Ça c'est toujours fait, c'était le cas avec des évolutions assez différentes dans la cellullochirurgie, qui était une autre technique qui permettait, je dirais, des interventions avec moins agressives. N'empêche qu'à un moment donné, même s'il y avait des changements techniques, le chirurgien formé avec une technique était toujours capable de pouvoir réintervenir en cas de difficulté. Donc je dirais que oui, bien sûr, il y a un enjeu de favoriser la bonne intégration et en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, une bonne intégration maîtrisée pour que ce soit une intégration qui se fasse, je dirais, de manière pertinente pour aussi
je dirais, sécurité sociale ou sécurité du patient. Il faut faire attention à ne pas faire n'importe comment. Il y a un certain nombre d'approches qui, au niveau international, mettent en avant parfois des réserves sur certaines interventions. Donc il faut être attentif. C'est là où il y a cet enjeu, ainsi qu'on l'a partagé tous ensemble, d'avoir des séries relativement importantes, d'avoir une capacité à faire de façon pertinente, à faire que les données qu'on partage, elles soient, ainsi que ça a été indiqué tout à l'heure, elles soient réellement partagées. Parce que la science a besoin d'évoluer, mais la science a besoin aussi d'apprendre lorsque on a parfois des petites difficultés. Voilà, ça arrive à l'hôpital parfois, ça arrive aussi dans les stratégies industrielles, où il est important qu'on puisse rapidement retrouver ensemble, je dirais, la bonne information sur nos stratégies. Donc pour conclure, je dirais bien sûr, les établissements aujourd'hui, dans leur évolution, ont besoin d'accompagner les évolutions technologiques. On ne le fait pas n'importe comment, pas dans n'importe quelle condition, mais ne pas le faire, c'est à l'évidence régresser, et c'est faire, d'une certaine manière, priver le patient de ce que la technique lui doit lui permettre aujourd'hui de bénéficier. Mais ça et la notion de l'importance de l'humain. Monsieur Garnier, notamment quand on échangeait aussi, vous me disiez que s'il faut savoir qu'aujourd'hui vous avez des robots infirmiers qui viennent vous apporter vos médicaments, mais vous me parliez de l'importance justement du lien social, c'est la cognitive si je ne me trompe pas, qui justement contribue justement aussi à la guérison, l'important aussi du moral sur la guérison. Le robot ne peut pas reproduire ça, donc c'est important. En tous les cas, aujourd'hui, on n'a pas de robots. Les robots sont très forts pour faire des actes mécaniques, de la chirurgie. Ils sont beaucoup plus précis, beaucoup plus reproductifs, etc. Mais une fois de plus, c'est juste augmenter. On augmente la capacité d'un chirurgien à être meilleur, à être plus précis. Et puis, il y a toute la partie sociale d'accompagnement du patient. On parle une fois de plus d'un humain qu'on soigne. Et cette dimension, il faut la prendre en compte. Nous, nos algorithmes, nos IA travaillent justement sur ces aspects-là, le côté social de comment je vais accompagner mon patient à choisir la bonne décision qui va venir soutenir tous les axes thérapeutiques qu'on peut mettre en place. Tout le monde sait qu'il ne faut pas rouler vite, qu'il ne faut pas fumer, qu'il faut manger 5 fruits et légumes, sinon on risque de mourir plus rapidement. Ce n'est pas pour autant qu'on le fait tous, bien au contraire. Donc il faut arriver à trouver socialement comment on porte la personne dans ce qu'elle a, et ça c'est vraiment personnalisé pour l'aider à atteindre ces objectifs-là en fonction d'une molécule, d'un traitement, etc. Donc on aura toujours besoin de l'humain, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'en montre aussi. Bon, alors maintenant je vais fantasmer. Est-ce que nous pouvons imaginer, puisque dans les technologies que j'ai citées, il y a également l'implantation électronique, un futur où en fait j'ai une puce dans le bras, donc déjà ça envoie des données de manière permanente sur mon état de santé, ça peut envoyer des alertes, et si un jour il y a quelque chose qui est détecté, paf, je suis convoqué à l'hôpital, je passe dans une machine qui me dira quel traitement personnalisé, vraiment personnalisé par rapport à moi, mon génome et ma physiologie, mes caractéristiques propres, avec un chirurgien, parce que j'ai bien compris l'importance de l'humain, qui sera assisté par un robot et qui me guérira. Je fantasme vraiment, ou vous y croyez pas du tout À mon avis, ça existe déjà. Ça existe déjà. Ah bah super. Je connais quelques dispositifs connectés qui mesurent en permanence la glycémie, qui informent le médecin traitant de la glycémie du patient et qui génèrent des alertes. Si le patient doit être convoqué, il l'est. Je pense que tout ça va grandement évoluer. Grâce aux data, pour en revenir 2 secondes aux data, je pense qu'il faut quand même comprendre qu'on est en train de vivre en ce moment un vrai virage de l'humanité. Je pense qu'on est vraiment dans une nouvelle ère qui arrive, parce que grâce au progrès de l'électronique et de l'informatique, on arrive à générer énormément de données, à les stocker, à les traiter, à les transférer très très vite. Et tout ça va permettre aux machines de devenir intelligentes. Dans notre cas, par exemple, notre robot va générer des données, mais il va s'en servir pour s'améliorer, pour apprendre. Donc c'est comme si un avion atterrissait de mieux en mieux au fur et à mesure des atterrissages. Eh ben, c'est ce qui va se passer avec les machines, et on en est juste au début. Donc il faut s'attendre à une véritable révolution dans tous les domaines, et donc la médecine connectée, on n'en est qu'au balbutiement, et je pense que dans quelques années, on sera tous totalement connectés. Monsieur Daniel, je vois que ça vous faisait sourire quand je fantasmais justement, vous qui êtes un acteur qui représentait les HCL, qui est un gros acteur de santé publique, vous pensez quoi? Ainsi que souligne mon voisin de gauche,
sur certains domaines, ça existe déjà. Après, c'est le all-inclusive, voilà, donc il faut peut-être un peu prendre garde. On n'est pas encore dans un domaine où tout sera absolument, d'une certaine manière, déshumanisé pour aller un petit peu en forçant dans les propos que vous pouvez nous indiquer. C'est à l'évidence, je dirais, des évolutions qui vont se faire de manière progressive parce que les techniques aujourd'hui le permettent. Comme je le disais, on a, et c'est un sujet aussi, on n'a pas aujourd'hui d'intervenant, enfin, Patrick Lévy était là tout à l'heure au titre de l'université grenobloise, c'est aussi évidemment un sujet de formation. Les professionnels dans 10 ans ne vont pas travailler comme le faisaient les professionnels d'aujourd'hui, les professionnels il y a 10 ans. Donc il y a des enjeux. On a évoqué tout à l'heure le fait que le médecin devient un peu plus informaticien, que le médecin devient un peu plus, je dirais, dans l'accès aux données, il a un autre regard. Il ne faudra pas non plus oublier, Florence Agostino et Chetto l'a cité, les sciences humaines et sociales doivent rester un élément qui font que même si un certain nombre de robotisations vont s'engager, même si la donnée viendra plus facilement, à un moment donné, j'espère là jamais qu'un patient n'apprendra un diagnostic par un robot, pour prendre cet exemple. Voilà. Il faut rentrer dans le fait que le médecin, les professionnels doivent rester dans justement la relation principale, princeps, avec les patients et doivent aboutir parce que au-delà d'un acteur, c'est toute une chaîne de professionnels et la chaîne de professionnels, ce ne sera pas une chaîne de robots. C'est déjà rassurant. Alors, du coup, on parlait des GAFA, peut-être que vous savez que les fondateurs de Google parlent de leur vivant réussir à atteindre l'immortalité. Alors tout à l'heure j'écoutais M. Mérieux parler justement qu'il ne souhaitait pas qu'on arrive à l'immortalité, puisqu'on parle du futur de la santé. On parle aujourd'hui de transhumanisme. On sait que l'impression 3D existe, qu'on peut imaginer demain réussir à avoir un autre organe qui est mauvais, qu'il faut remplacer, qui soit issu de l'impression 3D, et qu'on puisse arriver à terme à devenir des humains de plus en plus, enfin, qui vivront déjà de plus en plus longtemps. Et est-ce que, si je rêve encore, on pourra atteindre l'immortalité un jour? Vaste question, je sais. Merci de me poser cette question. Alors, à titre personnel, je ne souhaite pas non plus devenir immortel et je ne le souhaite pas à mes proches. Ceci étant dit, il y a un courant très fort, effectivement, transhumaniste qui existe aujourd'hui, qui sous-tend un certain nombre de réflexions. On revient à la notion aussi d'usage de la connaissance accumulée au travers des datas, parce que les datas en soi, finalement, c'est surtout ça, c'est la connaissance accumulée, couplée malgré tout aussi à des avancées scientifiques et issues d'autres technologies. Vous avez évoqué l'impression 3D, je crois qu'il y a l'Upskin Création qui va pitcher juste après. Voilà, il y a aussi l'impression 3D cellulaire aujourd'hui qui est possible. On parle aussi d'organes on chip, c'est-à-dire de faire des micro-organes sur des toutes petites puces. On a parlé de capteurs embarqués. Donc on sait que technologiquement, il y a un certain nombre de briques qui effectivement sont en train de se mettre en place et qui pourraient tendre, en tout cas, à améliorer l'homme et à aller effectivement vers un transhumanisme. Alors après, ça pose tout un tas d'autres questions éthiques, à nouveau sociétales, dans quel modèle veut-on s'inscrire, quel usage veut-on faire de l'innovation et de la technologie. Moi je considère évidemment, j'ai un pôle de compétitivité en santé, donc je considère que l'innovation c'est une chance, c'est un enjeu majeur, mais il n'empêche qu'effectivement la question de la façon dont on utilise l'innovation et dont on va agréger l'ensemble des innovations va être assez cruciale dans les années à venir. Après, honnêtement, je ne pense pas qu'on soit prêt encore à avoir des hommes, ou des femmes d'ailleurs, bien que je me sente un peu seule, immortels. C'est intéressant, et je n'entends vraiment des gens me dire qu'ils souhaitent être immortels. Je ne sais pas si les autres intervenants veulent réagir rapidement ou ça. Du coup, j'avais peut-être une question aussi pour vous, M. Pinguet, c'est plus autour de l'égalité d'accès aux soins. Là, je parle plus de l'égalité d'accès aux médicaments, puisque comme vous l'avez dit, une offre de soins personnalisée, donc dans le cadre des drogues, comme vous les appelez, seront de plus en plus personnalisées. Pour un laboratoire comme pharmaceutique, c'est pas rentable de mettre en place des médicaments très spécifiques. Donc, à l'inverse d'un médicament générique, je caricature, qui serait accessible au plus grand nombre, est-ce qu'il n'y a pas justement une inégalité d'accès aux soins à venir, justement, par rapport à ça? C'est effectivement la raison pour laquelle on parle de médecine personnalisée, de l'aspect le plus scientifique, jusqu'à la mise au marché, à la prise en charge, au remboursement de l'innovation. Et l'idée justement, c'est de maintenir l'égalité.
puisqu'effectivement, il faut considérer que le système est ce qu'il est, les enveloppes ne sont pas extensibles, et qu'à partir de là, il faut s'assurer à ce que les ressources soient réparties au mieux. Et répartir les ressources en fonction du bon usage, voire de la performance d'un médicament, d'une solution thérapeutique, ou alors même, comme c'est beaucoup dit, et c'est quelque chose qui se construit aussi sur l'ensemble du parcours du patient, afin d'avoir un parcours du patient qui est plus efficient, peut permettre d'assurer l'égalité de traitement des patients, une égalité d'accès à l'innovation, et ainsi d'avoir un système qui est bien efficient. En ce qui concerne le développement des produits, vous avez raison, la problématique est qu'on va cibler un nombre de patients de plus en plus faible, avec des coûts de développement qui sont de plus en plus importants, parce que effectivement, quand on développe une molécule de manière de plus en plus ciblée, ça ne réduit pas les coûts de développement, ça les accroît, c'est le paradoxe. Donc effectivement, il y a une problématique aussi de retour sur investissement pour des laboratoires comme les nôtres, pour maintenir justement cette recherche, même si l'objectif est encore une fois d'avoir une allocation de ressources et une dépense qui est faite sur des médicaments de plus en plus ciblée et de manière de plus en plus efficiente. Donc cette problématique est là, est très importante, et c'est la raison pour laquelle on est absolument convaincu qu'il faut revoir les modes de rémunération, de financement des produits de manière plus large, de manière beaucoup plus transversale, et aussi en étant lié à l'usage ou à la performance des produits. Et on milite très fortement pour ça. Aujourd'hui, payer un médicament le prix d'une boîte, quel que soit l'usage qu'il en est fait, ou la performance, ou le bénéfice observé pour le patient, est un petit peu dépassé, si je peux me permettre ce mot. Il faut aller plus loin et aller dans des choses qui sont aussi spécifiques et aussi bien construites que la recherche, justement, sur de nouvelles innovations. Monsieur Deniel, sur la question justement de l'égalité d'accès aux soins, vous pensez que la technologie peut améliorer ça? Alors là, je parle aussi plus à l'échelle mondiale, peut-être. On peut imaginer que les pays qui ont moins de moyens puissent avoir accès à des soins qui aujourd'hui coûtent encore cher. Difficile parce que sur certains, réponse sur certains sujets, c'est pas un sujet technique. On a évoqué tout à l'heure l'enjeu de la vaccination. La vaccination n'est plus un sujet technique, c'est un sujet de diffusion, un sujet de, je dirais, une capacité d'être présent au bon endroit, au bon moment, peut-être aussi de franchir un certain nombre d'idées reçues, mais c'est plus nécessairement l'enjeu de la technologie. À l'évidence, la technologie, ce qu'elle évoque aujourd'hui, on évoquait les évolutions qui sont aujourd'hui permises par les industries pharmaceutiques, elles rentrent effectivement, elles amènent des capacités de réponse qui, dans certains domaines, faisaient que les patients étaient, je dirais, face à une issue fatale, acquise. On a, vous savez, j'ai parlé des hospices civils de Lyon, en l'occurrence, un service d'hématologie que dirige le professeur Gilles Salle à l'hôpital Lyon-Sud, qui est un des premiers centres français pour la prise en charge et la mise en œuvre des carticelles. Sur certaines pathologies de la forme de leucémie. Sans ce type de pathologie, il y a 5 ans, je dirais, et même pas il y a 5 ans, c'est presque dans certains domaines il y a 5 mois, c'était une issue fatale certaine. Voilà. Aujourd'hui, certes, il y a un coût, mais il y a aujourd'hui une capacité à faire que des personnes qui allaient décéder vivent. Donc ça commence en France, dans quelques rares centres, 5-6 en France, dans quelques années, parce que diverses techniques auront sans doute évolué, ça sera d'autres pays, et un jour, sans doute, on sera dans une diffusion plus large. Il y a toujours des pionniers. Je pense que c'est important d'accompagner cette dimension, donc c'est cet enjeu d'être dans l'excellence, mais pour revenir au dernier élément, au-delà de ça, dans la proximité, il y a encore énormément à faire. Voilà. Dans ce qui est de la prise en charge au long cours, de la million de consultations qui se font aux hospices civils de Lyon tous les ans, on n'est pas toujours dans l'hypertechnique. Et c'est l'enjeu d'une structure comme celle des hospices civils de Lyon, bien sûr, d'accompagner l'innovation thérapeutique, d'accompagner l'évolution d'une certaine manière en termes de vision avec des structures comme ce qu'on développe avec l'Elismart sur avoir aussi des visions différentes, mais c'est aussi de continuer à être ancré dans la proximité, parce que la proximité, c'est encore, dans les 300 000 personnes qui se présentent aux urgences aux hospices civils de Lyon, c'est pas toujours pour 300 000 situations d'extrême excellence. Voilà, donc c'est un équilibre à garder, un équilibre important que de garder cela. Après, dans la dimension très internationale que vous me proposez, avec humilité, je vais avoir un peu de mal à répondre en essayant de m'ancrer plus localement sur le fait que c'est un bel enjeu que de réussir à garder dans une structure comme les HL, la proximité, le recours, l'excellence et la recherche telle qu'on essaie de le porter. Madame Agostino Aceto, puis comme ça je vous proposais d'être
faire la conclusion. Ce que vous me disiez quand on échangeait, c'est vrai que la technologie, c'est ce qu'on s'est dit, la technologie n'est pas là pour tout révolutionner. Il faut quand même faire preuve de discernement par rapport à ça. Elle est là pour nous aider, mais justement. Oui, enfin, effectivement, la technologie est un moyen. Donc il faut, je pense, sans arrêt réinterroger quel est le besoin, quel est l'objectif partagé, dans quelle dynamique inscrit-on finalement l'usage de la technologie. C'est un terme qui a été employé à plusieurs reprises. Par ailleurs, vous évoquiez les questions d'égalité d'accès. On sait aussi que, par exemple, le digital peut être aujourd'hui parfois un vecteur, même très local, de rupture sociale assez importante, avec un accès qui va être assez difficile pour certaines couches de la population. Et donc on a aussi des enjeux, évidemment, à réfléchir toujours la technologie dans ce qu'elle doit nous apporter. Et à ce que ça reste un vecteur positif pour un maximum de citoyens, avec effectivement beaucoup aujourd'hui de perspectives qui sont extrêmement enthousiasmantes. Enfin, je crois qu'il faut quand même se redire que l'objectif que les gens qui développent de l'innovation et qui vont puiser dans les technologies partagent avant tout, c'est de permettre à l'ensemble de la population d'avoir un état sanitaire amélioré, de mourir en bonne santé, pour ne pas dire que de vivre éternellement. Et en tout cas, voilà, d'avoir finalement une condition de vie qui soit la plus positive possible. Et c'est, je pense, le sous-jacent de ce que chacun d'entre nous met en œuvre. Un grand merci à tous les 5. Je vous propose de vous applaudir bien fort.